Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite anecdote qui, à mon avis, va en marquer un grand nombre d'entre vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Victor, j'ai 38 ans, j'ai commencé les investissements il y a 15 ans et c'est ce qui me permet d'en vivre. Et aussi des actions que je peux avoir soit en bourse, soit des actions de boîtes que j'ai pu lancer et qui sont maintenant cotées ou simplement qui fonctionnent bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et c'est assez intéressant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ma copine, elle est russe et elle vient de rentrer de Moscou et indirectement, donc il y avait un enjeu de calendrier, donc l'histoire est un peu folle. Elle a dû faire, alors pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez aller en Russie, par exemple, donc moi j'étais allé à Moscou, j'y suis allé en septembre dernier. La problématique, c'est qu'on doit passer par d'autres pays neutres parce que les vols directs sont interdits. Il faut savoir que normalement, un vol Paris-Moscou, c'est du 3 à 4 heures d'avion, je crois, dans mes souvenirs. Et là, aujourd'hui, on se retrouve à devoir faire des escales. Donc, on peut passer justement par Yerevan en Arménie, on peut passer par la Turquie ou par Dubaï ou d'autres endroits, dont la Serbie. Et ce qui s'est passé hier, ça m'a vraiment surpris. On s'est donné rendez-vous à Charles de Gaulle avant nous de repartir pour Amsterdam. Et ma copine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie de Moscou. Elle a atterri en Serbie avec Air Serbia avant de prendre un autre avion de Serbie jusqu'à Paris. Et là, elle m'a raconté une histoire lunaire et à mon avis, je pense qu'il faut qu'on soit tous au courant pour pouvoir se structurer un petit peu. C'était en plein vol et ça peut vous coûter très cher. Lorsqu'elle a atterri de Moscou en Serbie, là, il y a un passager qui a commencé à regarder dans son sac qui était en hauteur, dans son bagage cabine. Et là, le passager, il se dit, zut, il me manque de l'argent. Donc, il commence à dire à tout l'avion, ah, mais quelqu'un m'a volé de l'argent, quelqu'un m'a volé de l'argent. Et là, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que les gens ont commencé à regarder dans leur sac. Il y a un deuxième, un troisième, un quatrième et même une cinquième personne qui avait perdu du cash qu'il avait dans ses bagages. Alors, ce qu'il faut savoir, et pourquoi il y a autant de cash que ça, c'est que généralement, et moi le premier, si vous allez demain en Russie ou dans un pays où le système bancaire n'est pas le même, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser votre carte bancaire en Russie, en gros, vous avez deux techniques pour pouvoir vivre en Russie et dans certains pays. C'est soit prendre du cash, donc vous prenez de l'euro, et en fonction des pays, je crois que généralement, c'est limité à 10 000 euros. Et sinon, vous pouvez envoyer des crypto-monnaies à des amis qui vont vous renvoyer de l'argent sur des cartes, etc. Sachant que les crypto-monnaies, dans pas mal de pays, c'est de plus en plus interdit. Et normalement, en Russie, c'est interdit. Moi, c'est ce que j'avais fait, avec ma copine quand j'étais à Moscou. Et la problématique, c'est, à force de lui avoir envoyé de l'argent pour payer l'hôtel, etc., sa banque lui a carrément bloqué un de ses comptes bancaires parce qu'ils n'autorisent pas des cryptos. Donc, c'était un peu compliqué. On utilisait des systèmes, mais un peu compliqué. Donc là, il y a une personne il y a 5 personnes dans l'avion qui se disent, ben zut, j'ai perdu de l'argent. Donc là, les gens commencent à paniquer. Il faut vraiment se dire que l'avion avait atterri et il devait débarquer. Là, en l'occurrence, ma copine, elle n'avait pas beaucoup de temps pour choper son autre avion qui partait de Serbie pour arriver à Paris. Et là, ils ont fait évacuer en priorité tous ceux qui avaient perdu de l'argent et qui avaient remarqué qu'il y avait de l'argent qui manquait. Donc, ils sont partis donc ils ont attendu. Donc, l'avion était au sol. Ils ont dit à ces personnes, écoutez, venez. Ils les ont aiguillés vers un bureau de police pour qu'ils puissent regarder ce qui s'est passé. Et en attendant, ils ont bloqué tous les passagers de l'avion. Donc là, il faut se dire que vous êtes dans l'avion, tout le monde est bloqué, et ils faisaient des vérifications de chacune des personnes qui sont sorties de l'avion pour s'assurer d'où ça vient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Alors, j'ai aucune idée, donc on n'a pas la suite de l'histoire. On ne sait pas si finalement le ou les voleurs ont été arrêtés. Mais en gros, ce qu'il faut se rendre compte, et à mon avis, ça ne va pas tarder à arriver en France, et c'est pour ça que j'en parle. Alors nous, généralement, on a quand même beaucoup moins de cash, quoique dans certains domaines, ou sinon certains types de personnes ont du cash. Donc ça peut aussi être pour vos amis. Je repense encore une fois
quand on a des amis, moi quand j'ai des amis, alors aujourd'hui c'est beaucoup plus connu, mais quand j'ai des amis chinois, quand j'ai des amis japonais qui viennent en France, ou même quand moi je faisais beaucoup d'Airbnb à Paris, dès que j'avais des chinoises, des coréennes ou des japonaises, à chaque fois je leur expliquais, je leur faisais un petit tuto finalement de Paris, je leur disais écoutez, quand on vous voit, vous êtes des targets parce que les personnes pensent que dans vos sacoches vous avez beaucoup d'argent. En plus, généralement, vous avez des appareils photo qui vont coûter 3, 4, 5 000 euros. Donc attention, il faut juste savoir que pour tout ce qui est escroc à Paris, les gens vont vous repérer et vont vouloir vous piquer votre argent. Donc vous êtes vraiment, donc faites attention à vous. Laissez peut-être certains documents plutôt à l'appartement. Alors c'est un peu bizarre pour un Airbnb, mais je leur disais, bon, votre passeport, etc., essayez de le laisser plutôt à l'appartement. Planquez-le quelque part dans votre valise, mais en tout cas, ne le prenez pas avec vous si vous faites piquer votre sacoche. Et si vous avez de l'argent, essayez de ne pas prendre tout l'argent que vous avez sur vous pour quand vous vous baladez. Et attention aux endroits touristiques, donc la Tour Eiffel, attention au métro surtout, etc. Dès que vous voyez des gens qui se collent un peu à vous, attention à ça. Surtout qu'il faut faire attention parce que culturellement, c'est pas du tout la même chose. Et la culture, c'est très important dans ce genre de situation. Et du coup, ils peuvent généralement se trouver dans un endroit qui est totalement naturel pour eux. Je pense par exemple au métro au Japon où c'est assez bondé. Généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Il n'y a pas trop de problèmes de vol. Mais en tout cas, en France, ça peut aller très vite. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans ce genre de situation? Maintenant que vous le savez. Donc, la méthode, elle est assez simple. Et la méthode on va prendre la méthode même de ceux qui font le hold-up, de ceux qui font de ce que font les voleurs. C'est assez simple. En fait, ils vont repérer, comme d'habitude, c'est un délit de faciès. Ils vont repérer les gens qui transportent du liquide. Ils vont se dire, OK, moi, je pense que telle personne transporte du liquide. Et vu qu'elle transporte du liquide, on se dit, OK, ils se disent, OK, il y a le mec là-bas, tel siège, tel siège, tel siège. Bon, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas mis, j'ai raconté l'histoire sur LinkedIn, mais je n'ai pas mis qui c'était. Et en réalité, les voleurs, ils ont visé des Chinois. Ils se sont dit, OK, c'est des Chinois. Ils se sont dit, les Chinois, donc il y a quelques communautés qui sont beaucoup plus habituées à transporter beaucoup de cash. Et d'après ce que je vous dis, il y a aussi finalement des Russes qui viennent en France. Après, bon, il y en a plein qui n'ont pas énormément de cash, mais ils ont aussi du cash, parce qu'ils ont des problématiques pour payer. Bref. Après, une fois qu'ils ont repéré les gens, ils attendent que les gens s'endorment. Donc, il faut que ce soit dans un vol, généralement, où tu es un peu de nuit. Et là, ce que vont faire les personnes, c'est discrètement, elles vont se lever et elles vont faire semblant de regarder dans leurs propres affaires. Enfin, elles vont ouvrir les bagages cabines, donc elles vont ouvrir les lockers. Et elles vont regarder comme si elles cherchaient quelque chose pour elles, mais en fait, elles sont en train de fouiller les sacs. Et ce qu'elles font, c'est assez rapide. Elles vont fouiller le sac et choper le cash qui est disponible dedans. Donc les liasses de billets, les enveloppes, etc. vont choper ça. Et vu que tout le monde dort, personne ne se soucie de ces éléments-là. Ça peut très bien nous arriver à nous. Et je pense qu'avec le niveau de... alors après, il faut qu'il y ait cet enjeu de cash, il faut que ce soit intéressant pour les personnes. Mais moi, je me suis toujours posé plein de questions dans les aéroports. Bon, il y a beaucoup de caméras partout, mais dans les avions, il n'y a pas de caméra. Parce qu'on peut se dire, tiens, à l'aéroport, moi, chaque fois, j'ai peur que quelqu'un parte avec ma valise. Bon, il n'y a pas grand-chose dans ma valise en soute, etc. Mais bon, vous le savez, hein, c'est quand même très embêtant lorsqu'ils partent avec les valises en soute. Et après, si vous aimez les objets un petit peu luxe, donc si vous avez un sac qui coûte un peu cher, très vite, hein, un sac Chanel, ça va être 4 000 euros, 5, 6, 10 000 euros. Si vous avez des vêtements de marque, etc., très vite, vous allez avoir des gens qui peuvent targeter votre valise et partir avec. Mais là, normalement, il y a des caméras, donc potentiellement, on peut les retrouver. Et encore, il faut voir à quel point c'est efficace. En France, par exemple, je ne sais pas si, même avec les caméras dans un aéroport, ils auront vraiment récupéré les gens, vu les problématiques qu'on a aujourd'hui. Par contre, dans les avions, il y a 0 caméra. Et vu qu'il y a 0 caméra, on est un peu impuni lorsqu'on fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc, c'est ce dont je vous expliquais. Il y a eu finalement une vérification à l'arrivée de l'aéroport. Donc, je ne sais pas comment ils sont sortis, surtout s'ils ont récupéré beaucoup de cash. Donc, ça dépend des montants. Peut-être que là, ils se sont fait choper. Mais en tout cas, là, ils ont visiblement fait un hold-up à 5 personnes. À mon avis, c'est pas la première fois qu'ils le font, parce que pour se sentir impuni et toucher 5 personnes d'un coup, je pense que la plupart des personnes, après ça dépend de leur degré de réflexion, elles vont plutôt prendre une personne, récupérer 5000 balles. Le gars, il va dire qu'il a perdu son argent. Bon, on ne sait pas où il a perdu. Il a peut-être perdu à l'aéroport, à tel endroit. Et puis que vous ayez 5000 euros sur vous, c'est finalement pas dérangeant. Par contre, 5 personnes d'un coup, c'est un peu dur. Donc, les nouvelles règles, c'est quoi? Maintenant, c'est les objets de valeur restent sur vous quand vous avez des objets de valeur et que vous voyagez. Donc, il faut rester concrètement dans vos poches. Surtout si vous avez de l'argent, ça peut être un peu pénible, mais gardez l'argent sur vous. S'il y a un vol de nuit,
vous pouvez mettre un sac à vos pieds et dans ce sac, voire c'est un sous-sac, vous mettez ce qui est important pour vous. Et là, pour que quelqu'un vienne le chercher sous vos pieds, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Et vous allez passer à autre chose que cette attaque de bagages cabine. Et après, malheureusement, sinon, c'est de mettre un cadenas pour vraiment verrouiller votre sac. Je ne pense pas... Moi, je me mets à la place d'un voleur. Le sac est ouvert, vous ouvrez discrètement, vous mettez la main, vous récupérez. C'est pas pénible, c'est assez facile à faire. Par contre, si demain vous avez un cadenas ou un système qui ferme, la personne va se dire « Ok, je vais chercher au plus simple pour que j'ai pas de problématique », un peu comme un animal de la jungle qui est en train de chasser, et il ne va pas s'embêter à grandement ouvrir votre sac, etc. Le bilan de tout ça, c'est vraiment, que ce soit de façon légale ou que ce soit de façon illégale, on va toujours chercher à vous prendre votre cash. Et là, on n'a plus le droit d'être naïf. Alors, la plupart d'entre nous, quand on habite en France, qu'on habite à Paris, on est habitué à très peu laisser notre téléphone sur la table. Alors, je pense qu'il y a moins de vols aujourd'hui qu'avant. En tout cas, j'en ai l'impression. C'est peut-être parce que je fais plus la même chose qu'avant. Mais moi, dès que je suis avec des amis qui sont internationaux, tout de suite, je leur explique, écoute, le téléphone sur la table, quand on est en train de prendre un café à l'extérieur, en fonction de la rue, etc. Je dis non. Je me rappelle encore une fois mon père, il y a un moment... pour petite anecdote, je voulais lui montrer un immeuble que je voulais acheter à Aubervilliers. Donc, je lui ai montré un peu ce que je faisais. C'était une période où il ne savait pas trop. Il regardait un petit peu de loin, il était au courant de ce que je faisais. Mais là, je voulais lui montrer vraiment un gros immeuble à acheter avec du stockage, etc. Donc, on y va ensemble, on y va en voiture. Il prend sa voiture. On s'arrête à Aubervilliers. Et là, à Aubervilliers, on sort tous les deux de la voiture. Et bon, alors mon père, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était, je pense, habillé en costume. Il a une Volvo, donc, mais il fait gars qui a une Volvo, quoi. Donc, gars qui a une Volvo, c'est un gars qui globalement a plutôt bien réussi, mais plutôt père de famille qui est pas show-off, quoi. Il sort de sa voiture et là, on va vers le trottoir. Et là, il y a un gars qui lui rentre dedans, un jeune, ils étaient deux, un jeune qui lui rentre dedans et qui s'excuse vite fait dû être rentré dedans. Et là, tout de suite, j'ai un mauvais sentiment. Et en fait, le mec, juste en lui rentrant dedans, il lui avait piqué son téléphone qu'il avait acheté, son iPhone qu'il avait acheté il y a 2 semaines. C'était son nouvel iPhone il y a 2 semaines qui était dans sa poche. Et là, tout de suite, c'est quelque chose... mon père n'était pas du tout habitué à ça. Lui, il habite plutôt dans un village en France où il se passait strictement rien. Et là, je l'emmène vite fait au Aubervilliers pour regarder un immeuble et paf, il se fait voler son téléphone. Et après, comme d'habitude, quand vous faites voler quelque chose, il y a le choc de s'être fait voler quelque chose, vous posez des questions. Et puis après, il y a la partie financière où vous avez perdu le truc, il faut le racheter, il faut le refaire, etc. Donc en tout cas, on est dans un monde où normalement, si on est français, on est un petit peu plus au courant de tout ça parce que nous, on le voit au quotidien. Il y a d'autres éléments d'arnaque qui arrivent beaucoup en ce moment. D'ailleurs, c'est un dernier échange que j'avais avec mon père. C'est maintenant, ils envoient par la poste. Donc, il suffit que en ligne, vous ayez un sujet qui vous intéresse. Lui, il adore les revues un peu scientifiques, les revues un peu médicales, mais un peu alternatives. On va vous expliquer des choses sur des plantes différentes. Du coup, il teste plein de choses avant que ça devienne un peu mainstream. Et là, il avait dû s'abonner à quelque chose et il reçoit par la poste énormément de courriers aujourd'hui. On vous explique et c'est plutôt bien fait. Il y a des articles de journaux, il y a des éléments spécifiques et on vous explique que vous avez gagné quelque chose et qu'il faut répondre. Donc là, attention à tous ces éléments d'arnaque. Vous devez vraiment vous protéger. Pour tous ceux qui ont fait des cryptos, et je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast, on l'a tous connu avec les MetaMask, les gars qui veulent nous hacker, les gars qui nous envoient des NFT qui n'existent pas, etc., etc. En tout cas, aujourd'hui, on doit vraiment faire attention. D'autant plus aussi avec tous les systèmes opaques, et cette fois-ci où il y a de la légalité, donc tous les systèmes de banque où c'est très opaque, où on nous envoie des contrats, on nous explique que les contrats d'emprunt sont les contrats génériques alors qu'il y a plein de clauses qui sont contre nous et en fait compliquées. Attention aussi quand vous faites des négociations, il y a plein de gens qui vont pousser des négociations pour vendre des produits beaucoup plus chers que ce que c'est en réalité. Bref, faites attention à tout ça et moi je vous dis à très vite. Si vous avez des petites histoires comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta, sur LinkedIn ou en commentaire sur YouTube et je vous dis à très très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.